Et on va parler économie ce soir et avenir du continent. Merci Mario Pezzini d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes le directeur du Centre de développement de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE qui sort donc son rapport annuel, dynamique du développement en Afrique. On en parle avec vous. Et première question, aucun pays d'Afrique n'est membre de l'OCDE. Pourquoi l'OCDE s'intéresse-t-elle à l'Afrique? Alors parce qu'il y a différentes structures qui composent l'OCDE, c'est comme une galaxie. À l'intérieur de cette galaxie, il y a le corps de l'OCDE qui n'a pas de pays africains comme membres, mais il y a le centre de développement qui avait été créé par John Fitzgerald Kennedy exactement pour avoir une table avec différents pays autour de la table. Et donc vous êtes le directeur? Je suis le directeur du centre de développement et là, aujourd'hui, on a 11 pays africains qui sont membres du centre de développement, avec autres pays asiatiques, latino-américains et bien évidemment des pays OCDE. Alors, comment va l'Afrique économiquement aujourd'hui? Alors, je pense que, comme d'habitude, les économistes comparent et l'OCDE a un petit peu cette maladie. Alors, si on prend la maladie en compte, on voit qu'en Afrique, on a eu entre 2000 et 2018, tous les ans, à peu près 4,6% de croissance en moyenne. Alors, si on pense à l'Amérique latine, on voit la différence. Là, on parle de 2,6% de croissance, donc beaucoup moins. Bien évidemment, l'Asie, avec 7,8%, nous donne un petit peu le chemin à suivre. Mais en général, on peut conclure que l'Afrique, elle se porte assez bien. Alors, la croissance devrait s'établir à 3,6% cette année, ce sont les prévisions. C'est plutôt un bon chiffre également. Mais derrière ce chiffre, il y a aussi des réalités très disparates. Insistons pour un instant sur la bonté du chiffre, parce que permettez-moi de dire qu'en général, on prévoit comme croissance dans le globe 2,9 cette année et 3% la prochaine année, parce qu'il faut toujours être un petit peu optimiste. Et le commerce international est à 0,7. Donc la situation en général n'est pas une bonne situation. Si à l'intérieur de ce cadre, l'Afrique maintient des taux de croissance tels que vous avez évoqués, bien les choses vont assez bien. Et on le voit, il y a des entreprises qui s'affirment, des gazelles qui courent très rapidement en termes économiques. Toutefois, la productivité est faible. On parle du 50% de la productivité asiatique, et si on compare aux États-Unis, on n'est qu'à 12%. On va reparler de la productivité, mais revenons aussi sur cette question de la croissance, qui est beaucoup discutée par les économistes aujourd'hui. Est-ce qu'une bonne croissance, ça veut dire un bon développement, forcément? Eh non. Effectivement, si on essaie de définir le développement comme le bien-être des populations, il peut y avoir croissance sans avoir augmentation du bien-être. En quelque sorte, pendant des années, on a utilisé cet indicateur en pensant que c'était simple. Et ça serait comme aller voir un docteur, et le docteur il vous demande seulement à propos de votre poids. Moi, je n'aimerais pas ce type de mesure, beaucoup d'autres non plus, et c'est bien évidemment imperfect. Alors, il faut prendre en compte beaucoup d'autres indicateurs. La croissance, peut-être, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante au développement. Mario Pezzini, on va regarder l'exemple du Zimbabwe. Vous avez peut-être suivi l'exemple de ce pays qui a souffert pendant des années d'hyperinflation et qui se retrouve de nouveau dans cette situation aujourd'hui, une hyperinflation moindre, mais qui est quand même présente. On va regarder ce sujet de Marie Valery, on va en parler après. Des files d'attente interminables devant les banques. Une scène devenue ordinaire dans la capitale Harare. Depuis juin, la monnaie locale est progressivement réintroduite au Zimbabwe et de nouveaux billets de banque sont mis en circulation. Jusqu'à présent, c'est le dollar américain qui était utilisé. Désormais, il est interdit. Problème, le retrait de coupure est limité à 50 $ zimbabwéens, soit à peine 5 €. Le gouvernement devrait simplement nous donner tout notre salaire en une seule fois lorsque nous nous rendons à la banque, pour que nous puissions nous organiser plus facilement. Nous ne pouvons même pas acheter du maïs parce que l'argent que nous recevons à la banque n'est pas suffisant et que la plupart des magasins n'acceptent pas les cartes bleues. La mesure vise à réinjecter des liquidités qui manquent cruellement. Au total, 1 milliard de dollars zimbabwéens pour soulager l'économie. Mais il n'est pas certain que cet argent frais puisse pallier la crise économique que traverse le pays depuis 2 décennies. Un pays marqué par l'hyperinflation. Elle s'est encore envolée à 300% sur un an, selon le Fonds monétaire international.
Le prix du pain, de l'essence, de l'électricité ont grimpé. Le revenu moyen, lui, s'est effondré. Honnêtement, nous n'avons constaté aucune amélioration depuis l'introduction de la nouvelle monnaie. Avec cette mesure, le gouvernement souhaite pourtant sortir de ce cercle infernal, relancer la production locale, importer moins et faire du dollar zimbabwéen une devise forte. Pour cela, il devra convaincre la population de miser sur cette nouvelle monnaie et d'éviter le marché noir. Une nouvelle monnaie et relancer la production dans le pays, pour vous, ça semble être une bonne réponse à apporter à cette situation de crise, hein? C'est une vieille histoire. Le thème de l'inflation au Zimbabwe, ça date de plus longtemps, est relié à des mauvais choix économiques. La production s'est réduite, la demande non, donc le prix augmente. Alors on a essayé de résoudre le problème en se reliant au dollar, mais après, il n'y avait pas assez de dollars. Aussi, hein. Il y a eu une multiparité avec la livre, avec l'euro même, enfin, ça a été assez impressionnant. Qui est la solution que des fois on utilise quand on a une hyperinflation. Mais après, il n'y a pas de monnaie. Et donc, il faut relancer en quelque sorte la production de billets. Le vrai problème n'est pas là, bien évidemment, et dans la nature de l'économie. Le type de spécialisation qu'il y a le pays, basé sur l'agriculture et les ressources naturelles, produit souvent ce type de résultats. C'est quelque chose qui est pointé également, hein, dans votre dossier, hein, dans votre rapport, c'est que l'économie de subsistance, justement, qui est présente dans de nombreux pays africains, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas professionnalisée non plus. Et justement, le rapport insiste sur le fait qu'il faut professionnaliser, aller aussi vers des emplois de qualité. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à l'énorme augmentation des populations? 29 millions de jeunes qui vont entrer chaque année sur le marché du travail d'ici à 2030. C'est ce qui est écrit dans votre rapport. C'est exactement le cas. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un volume d'augmentation de population comparable à celui de la Chine et de l'Inde. Mais maintenant, ça va être sans précédent en termes de volume et de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes? Il faut trouver des emplois. Mais où? Alors, on peut avoir plus de mines. Effectivement, en Afrique, on fait des investissements en exploration à peu près de 5 $ par kilomètre carré, alors qu'en Australie, c'est 60. On pourra avoir plus de mines, mais ça ne sera pas la solution. Très peu d'emplois très qualifiés, souvent avec des ingénieurs qui viennent d'ailleurs, et le reste des travaux à bas niveau de qualification. Et en plus, la productivité décroître dans le temps. C'est typique de l'industrie, donc ce n'est pas la solution. Mario Pedini, est-ce qu'on a payé aussi pendant des années le prix des plans d'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale, qui avait voulu, hein, notamment dans les années 80, accélérer le développement du secteur privé sur le continent, au détriment, hein, des entreprises soutenues par l'État et qu'on a fermé, clairement? Bien sûr, parce que voyons quel est le premier objectif aujourd'hui de l'Union africaine, avec qui on a coproduit le rapport. Il faut le préciser, oui. Vous avez travaillé avec l'Union africaine, hein, pour sortir ce rapport. C'est un rapport africain que nous, on a appuyé, soutenu. Eh bien, le premier objectif est la transformation productive. Exactement parce que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Transformation productive, pour nos téléspectateurs qui ne saisiraient pas? Oui, que la production de subsistance ou le type d'industrialisation qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à répondre aux besoins présents, mais surtout futurs d'emploi. Et donc, il faut lancer des activités économiques et utiliser des politiques industrielles. Ça, l'ajustement structurel ne le permettait pas et donc n'a pas permis à l'Afrique de renforcer ses avantages comparatifs. Mario Pedini, dernière question. Rapide, s'il vous plaît, en termes de réponse. La jeunesse africaine, justement, on en parlait, c'est le pari du développement de demain? Ah, bien sûr, c'est une grande opportunité, mais ça peut se transformer dans un grave problème si les jeunes n'auront pas d'emploi. Merci Mario Pedini d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur ce rapport annuel sur l'Afrique de l'OCDE et avec l'Union africaine, vous l'avez précisé. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.